Bienvenue à vous et merci surtout de nous être une fois de plus fidèles. Dans ce samedi en plus, on vous fera découvrir aujourd'hui l'étang de Bonnef. On fera aussi une balade touristique qui se base sur la technologie LiFi. On vous parlera également d'un projet de piscine sur la Meuse et d'une initiative à Gèves qui a séduit les villageois de Soré. Mais dans l'immédiat, on se rend à Profondeville pour visiter un potager qui est entretenu notamment par des enfants. Il s'agit d'un projet collaboratif qui rassemble les élèves des écoles communales, mais aussi les jardiniers du CPAS. Les produits récoltés sont ensuite consommés dans les cantines scolaires. Chaque semaine, tout ce petit monde s'active au potager de la Hulle. Les enfants s'y impliquent au rythme des saisons. À chaque rendez-vous, c'est surprise, le fruit de leur récolte, mais aussi la naissance des animaux. Les petits poussins, ils s'appellent des catons. Et on vient les voir et on va les nourrir. Et ce que je préfère, c'est caresser les lapins. On est déjà venus plein de fois. On change les grilles des lapins. On va voir les canards. On soigne les canards. Je plante une salade. On a déjà piqué, planté, un peu de tout. On creuse et on la met dedans, pas trop au fond. Et après, on remet la terre autour. Les salades et autres légumes sont ensuite consommés dans les cantines scolaires. Ce projet collaboratif vit donc tout au long de l'année et se poursuit durant l'été. Pendant l'été, on a des stages aussi communaux, donc on continue à travailler avec certains élèves des classes. Et le potager est tout le temps en vie, il y a toujours quelque chose qui se passe à n'importe quelle saison. Ils adorent ça et ils en reparlent à leurs parents et à leurs grands-parents qui recultivent un potager de méthode bio avec les associations des plantes, les macérations de légumes. C'est vraiment le contact avec la nature et ce qu'ils aiment bien aussi, c'est travailler la terre. On aime bien qu'ils travaillent la terre, qu'ils sentent... Et je crois que si on sensibilise les enfants à l'heure actuelle sur leur retour à la nature, ils vont la respecter d'autant mieux. Et plus tard, je crois que les enfants qu'ils auront, ils aimeront les mettre dans des activités comme ceci. Donc c'est l'objectif qu'on voudrait bien atteindre. Les résultats sont déjà bien visibles. Les institutrices sont convaincues du bienfait de ce projet. Un enfant qui bouge est un enfant qui apprend. Donc on leur permet de bouger à travers cette activité-ci, parce que c'est notre choix, nous, institutrices, Madame Karine et moi-même. Et alors, les différents apprentissages se fixent grâce au mouvement. Ensuite, il y a toutes les activités scientifiques. On a appris les notions de proie, prédateurs, les arachnides, les insectes. On apprend tout ce qui est vocabulaire, les légumes, les noms des légumes et tout ça. Et puis en plus, nous les consommons, ces légumes. Une démarche gagnante à tous les niveaux et qui est amenée à s'étendre davantage puisque de nouveaux aménagements sont attendus pour faire encore évoluer le site. La commune de Gèves organisait ce dimanche sa traditionnelle journée village ouvert et fleuri. Et cette année, c'était au tour du village de Soré. Au programme, balades, dégustations, expositions et animations, le tout sous le soleil et bien sûr avec de très larges sourires. C'est sous le soleil et dans la bonne humeur que les habitants de Soré, dans la commune de Gèves, ont ouvert les portes de chez eux pour recevoir voisins et voisines de l'entité ce dimanche. Une balade de 4 km et de 18 arrêts pour des moments retrouvailles, découvertes et partage. Nous, on vient d'acheter une maison il y a 8 jours, on vient de déménager, donc pour nous, c'est découvrir le village et profiter un petit peu de l'environnement et voilà. Ça permet justement de pouvoir rencontrer les voisins qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir rencontrer et de boire un petit verre en charmante compagnie. Ça, c'est bien organisé. On avait déjà participé l'année dernière à Gèves. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me demandais s'ils allaient encore le refaire. Et puis c'est bien, donc ils le font à Soré. À mon avis, tous les villages, chaque année, à mon avis, il y aurait une tournante, je suppose. Village ouvert fleuri existe déjà depuis un certain nombre d'années. Je dirais que c'est une manifestation qui remonte presque à 20 ans.
Mais depuis 5-6 ans, on a revu le concept. Le nom n'est plus vraiment adapté peut-être au contenu de l'événement, c'est-à-dire qu'on va plus loin que la visite de jardin et on va plus loin que l'embellissement par les fleurs du village. À présent, on demande aux riverains d'ouvrir leurs portes pour également présenter leur activité, qu'elle soit leur activité professionnelle ou de loisirs, ou aussi accueillir des artisans, des artistes, des producteurs locaux du coin. Parmi les artisans et producteurs du coin, le centre d'apprentissage des métiers du cuir, des artistes peintres, des animations équestres, mais pas seulement, puisque les promeneurs ont pu déguster plusieurs produits locaux, comme un sirop de menthe 100% belge, naturel, artisanal et produit à Gèves. Le sirop est né dans les casseroles de maman il y a 15-20 ans. Et voilà, depuis qu'on est petit, on trouve ce sirop délicieux. Et il y a 6 mois maintenant, j'ai décidé d'en produire une certaine quantité et de le faire partager à tout un chacun pour pouvoir découvrir ce produit. Autant de choses à découvrir dans des lieux uniques chez les habitants, comme Christine qui accueillait tout le monde dans sa belle propriété. Comment ça s'est passé? On a dit cette année ce sera à Soré, vous vous êtes proposé? Non, on m'a demandé parce que c'est déjà la 3e fois que je participe. Donc c'est déjà la 3e fois que j'ouvre le jardin. Et on me l'a proposé, on s'est dit pourquoi pas. C'est un booster pour arranger aussi son jardin et voilà. En bref, une journée village ouvert et fleuri de plus, placée sous le signe de la convivialité à Soré. La ville de Marchand-Famenne continue à investir dans les nouvelles technologies. Elle a inauguré la première balade touristique de Belgique bénéficiant de la technologie LiFi, une technologie s'appuyant principalement sur les ondes émises par des sources lumineuses. À Marche, il est désormais possible de découvrir la ville autrement grâce à CityGlow. Munis d'une tablette qu'ils peuvent louer au prix de 10 € à l'Office du tourisme ou au Famenne et Art Museum, les visiteurs peuvent aller à la découverte des nombreuses sculptures et œuvres d'art de la ville en bénéficiant, grâce à la technologie LiFi, d'une multitude d'informations. On va utiliser le flux lumineux pour transférer des données. Et donc ici, dans le cadre de Marchand-Famenne, on a créé une balade touristique avec du contenu qui est sur une application mobile. On a mis 13 points lumineux. Et lorsque j'arrive en dessous de ce point lumineux, j'ai le contenu en face de l'œuvre devant laquelle je me trouve qui est déclenché. Et donc c'est via la lumière et via une caméra qu'on a adaptée au niveau de la tablette. Alors, la particularité de ce projet, c'est qu'on est dans un milieu donc, en extérieur. On peut être perturbé par les rayonnements du soleil. Et donc ça, c'était tout le challenge, c'était de trouver donc, la technologie qui permettrait justement de pouvoir diffuser le contenu sans être obstrué par ce rayonnement du soleil. 13 luminaires ont été installés aux 4 coins de la ville, à proximité de plus d'une vingtaine de statues et sculptures. Une balade de 2,5 km avec des animations autour de ces statues où chacun pourra trouver de l'intérêt, que ce soit un public plus familial avec des enfants, un public féru d'histoire où on va voir des petites vidéos de valorisation de l'histoire marchoise. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et chacun peut y trouver de l'intérêt. Cette technologie bénéficie de plusieurs avantages: rapidité de débit supérieure au Wi-Fi, impact inexistant sur la santé. Les contenus délivrés par les tablettes sont variés, photos, textes, vidéos réalisées par TVLux ou même des jeux. Chacun peut y trouver son compte. Il y a toutes sortes de jeux comme ça qui sont proposés sur la tablette. Il y a la possibilité d'apprendre à dessiner des licornes kawaii. Il y a quoi d'autre encore? Oui, apprendre son nom, licorne. Vraiment, on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse trouver de quoi se sustenter, on va dire. Et il est question d'histoire, de gastronomie, de folklore, des activités, événements marchois. Donc les promenades et surtout les balises que sont les différentes sculptures sont juste des prétextes pour pouvoir toucher à plein d'autres sujets. Alors on n'oublie pas de parler de la sculpture, de son auteur, etc. Mais en même temps, on part sur toute autre chose et ça permet de présenter des photos d'archives, par exemple. Et il y a vraiment une multiplicité de choix à partir de ça. Outre le Famenne et Art Museum, qui bénéficie également de la technologie LiFi, mais haut débit cette fois, outre Engie, TVLux et différents services de la ville, d'autres partenaires ont participé au projet, comme l'Institut Saint-Roch, qui a réalisé les tôles identificatrices associées aux luminaires. Les balades sont disponibles en 3 langues, français, néerlandais et anglais. Elles durent en moyenne 1h30. Leur caractère ludique devrait attirer le touriste. Cette technologie ouvre en tout cas de nouvelles perspectives.
Un peu délaissée pendant des décennies, la Meuse semble aujourd'hui revenir au centre des préoccupations des Namurois. Après les Namourettes, après la capitainerie, après le quai Novelle, une nouvelle proposition d'activité sur le fleuve vient de voir le jour. L'idée serait d'installer une piscine flottante à hauteur de l'ancienne caserne du Génie à Jambes, le long de l'île Vastifrotte. Le projet a surgi dans la tête de plusieurs Namurois actifs dans le domaine sportif qui veulent le soumettre aujourd'hui aux autorités de la ville et de la région. Une piscine sur la Meuse, c'est une idée qui n'est pas neuve, puisque le premier bassin de natation public à Namur fut installé en 1865, côté Jambes. Cette piscine flottante de 35 mètres sur 11 avait été créée pour apprendre aux Namurois à nager et pour lutter contre les noyades trop fréquentes au XIXe siècle. Aujourd'hui, plus de 100 ans après sa destruction en 1914, l'idée refait surface chez ceux qui, à l'occasion, nagent déjà en Meuse. La plupart des athlètes qui nagent en Meuse, les triathlètes, les clubs de natation, se plaignent du manque de créneaux pour pouvoir s'entraîner et nager dans les piscines de Namur. Et quand j'ai vu les montants qui étaient investis dans la rénovation des piscines, je me suis dit, mais n'y a-t-il pas une opportunité de faire différemment ? La natation en Meuse n'est autorisée que lors d'événements sécurisés comme le Xterra, le triathlon ou le Namur Raid. Mais avec une piscine flottante, cela pourrait être possible tout l'été ou même toute l'année. Il y a d'abord une option d'une société liégeoise qui fournit notamment les pontons qui sont utilisés à la capitainerie, qui propose un système de piscine utilisé avec succès à Paris, où ils ont mis 3 bassins sur le canal de la Villette. Ce sont aujourd'hui 1000 entrées qui étaient prévues. Ils ont dû passer à 2000 entrées journalières, tellement ça a du succès. Donc eux maîtrisent bien le format ponton avec un fond. Ensuite, il y a une société finlandaise qui construit des piscines, ce sont des bacs en acier qui sont placés sur l'eau, une espèce de barge si vous voulez. Et là, de nouveau, on est soit sur l'eau de la Meuse, soit de l'eau filtrée et chauffée. Et certaines de ces piscines fonctionnent toute l'année, notamment à Helsinki. Et puis j'ai reçu un appel de quelqu'un qui me dit « je vends une péniche ». Qui fait 50 mètres sur 7 avec une double paroi. Et donc ça, ce serait la troisième option, c'est d'avoir une péniche qui permet également de déplacer à ce moment-là la piscine au gré des besoins ou des sollicitations. Ces 3 options varient évidemment très fort en termes de coûts, de 300 000 à 1,5 million d'euros. Et là aussi, Raymond Dulieu propose une solution, le mécénat. Quand on envisage un investissement, donc vraiment investissement matériel de 300 000 euros, trouver ça en privé, ça ne me fait pas peur. Si on monte à 1,5 million, 1,8 million, c'est déjà plus conséquent, mais je pense que c'est réalisable également. Le projet n'en est aujourd'hui qu'à ses balbutiements, mais il a déjà séduit les quelques 250 personnes qui ont rejoint le groupe Facebook Piscine sur la Meuse à Namur. Plus de produits phyto dans les cimetières, c'est la loi. La ville de Ciney a donc décidé d'opter pour la végétalisation. Le cimetière de Chapois est le premier à être ensemencé de gazon. Les semences sont arrivées, la terre aussi. Le travail peut commencer. Le cimetière de Chapois va pouvoir entamer sa petite révolution. Dans quelques mois, il y aura du gazon presque partout. Ici, pour l'avoir régulier, en fait, vu que chaque tombe est d'un niveau différent, donc on a enlevé le gros des graviers, donc on a enlevé plus ou moins 100 tonnes ici. Et c'est remplacé par de la terre. Tout ce qui est allée latérale, elle sera végétalisée. L'allée centrale, on va la garder en gravier, avec un géotextile en dessous. Il y a 5 à 6 arts à couvrir avec du gazon à croissance lente qu'on ne devrait tondre que toutes les 6 semaines. Mais il ne sera pas possible de tondre partout. Certains interstices ont donc déjà été aménagés. C'est des tapis de sédum. Donc c'est des tapis qui arrivent roulés d'1 mètre carré plus ou moins, qu'on découpe et qu'on dispose entre les tombes. Ça permet à ce que les mauvaises herbes ne prennent pas le dessus. Le cimetière de Chapois est un peu un grand test pour la commune de Ciney, qui a pour but de végétaliser l'intégralité de ses sites. On sait que depuis le 1er juin, la nouvelle législation interdit l'utilisation de pesticides dans les cimetières. Il faut savoir que sur Ciney, on a 4,5 hectares de cimetières, donc on a 22 cimetières. Et donc nettoyer à la main avec la houe sur 4,5 hectares, enfin je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. Et donc on a décidé de s'orienter vers une autre solution qui est la végétalisation des cimetières.
Prochaine étape, les 3 sites de Cinémem. Passer au vert, c'est gérer une configuration différente à chaque endroit pour les ouvriers. Mais c'est aussi un changement de mentalité pour la population qui est d'ailleurs responsable de l'entretien des tombes elles-mêmes. Je passerai un petit message en disant que tout ce qui est bac en pierre, bac pot de fleurs, tout ce qui se trouve devant les caveaux, ce serait une priorité de les faire retirer pour pouvoir, 1, végétaliser le cimetière et 2, avoir facile à entretenir après pour pouvoir passer avec les tondeuses. Donc voilà, il y a possibilité de les mettre sur les caveaux. Pendant chaque période de travail, l'accès au cimetière concerné sera momentanément fermé pour permettre le développement optimal des végétaux. Des moutons pour entretenir les réserves naturelles de Gaume. Le projet Life Herbage, projet européen, est piloté par Natagora depuis plusieurs années. L'objectif est bien sûr de mieux gérer les milieux naturels menacés. Des moutons roux ont été achetés, mais il faut désormais financer la pérennisation de ce projet, incarné par la bergerie construite à Fratin, près d'Étals. Un appel aux dons a donc été lancé via la plateforme Mimosa. Dans la vallée de la Sivanne, ce sol calcaire a été entièrement déboisé puis couvert d'herbes fauchées. L'environnement sombre a fait place ensuite à un environnement lumineux où la nature s'épanouit à nouveau. Flore, papillons, renards même, et puis dans les airs, corneilles, milan royal, l'espèce des herbages, nous explique Jean-Luc Mérès. L'entretien de la réserve, comme des 400 hectares de réseau de pelouses et prairies fleuries gérés par Natagora en Lorraine, est confié à cette quarantaine de moutons roux. On le voit très bien ici, les moutons mangent les ronces et débroussaillent naturellement le site. L'objectif initial, c'est d'entretenir la nature au mieux. Donc on a des pelouses calcaires, on a des pelouses sur sable, on a des marais, on a énormément de milieux diversifiés. Et ça va des orchidées aux lézards des souches, en passant par les hirondelles, par les milans, par plein d'espèces qui sont vraiment emblématiques. Je pense que les gens ici en Luxembourg en connaissent pas mal. Et je pense que Natagora essaie de les préserver depuis longtemps. Et là, on a vraiment un outil idéal. Allez, venez, allez. Les moutons sont vraiment bien dans le milieu sec. On a l'habitude de parler des zones humides, de la gestion des marais, des zones humides, etc. Ici, les moutons dans les marais, ça ne marche pas. Pas trop bien, ça dépend un peu des espèces de moutons, des variétés de moutons. Mais les moutons se plaisent vraiment bien dans les pelouses sèches et les terrains plus secs. Le projet Life Herbage, projet européen, est en route depuis plusieurs années. Pour le pérenniser, Natagora devait construire une bergerie. Ses équipes l'ont réalisé en septembre dernier sur ce terrain, à Fratin, près d'Étals. Une opération de collecte a été lancée sur mimosa.com pour financer notamment l'achat de 15 moutons supplémentaires. On ne peut pas se passer d'un outil comme ça. On a besoin d'un endroit de stockage pour les machines, de pouvoir mettre les bêtes à l'abri l'hiver. C'est vraiment indispensable. Si on veut perdurer la gestion des réserves, c'est indispensable. On a cette responsabilité-là de garder les milieux qu'on a restaurés. C'est indispensable. L'Europe le demande d'ailleurs. On n'avait pas suffisamment de seaux pour clôturer l'ensemble. Or, pour lâcher les moutons en hiver, il faut avoir une clôture. C'est quand même plus facile pour les garder. Et on a besoin d'une bétaillère et de moutons supplémentaires pour gérer les réserves rapidement. Parce que quand on restaure des terrains qui étaient les fonds de bois souvent avant, la végétation pousse vraiment vite. Et donc, il faut assez vite avoir des moutons, sinon on est dépassé. Objectif 12 000 €. L'opération de collecte continue avec des contreparties pour les contributeurs. Les équipes de Natagora poursuivent leur travail. C'est le cas de Laurent Jubert, agent de terrain. Je suis là un peu pour m'occuper du matériel, comme on a augmenté nos surfaces de réserve, donc on a forcément augmenté aussi la complexité avec du matériel de plus en plus performant, du matériel de plus en plus agricole. Les fauches vont commencer à partir du 1er juillet jusqu'à tout le mois juillet-août. Et on fait essentiellement des fauches dans les zones humides, donc là où les agriculteurs en général ne peuvent pas aller parce qu'ils n'ont pas du matériel spécialisé. Donc nous on aide les agriculteurs à aller dans les zones les plus humides et on fait toutes les fauches des bas marais. Donc là en ce moment on prépare le matériel. Ce week-end, la bergerie sera inaugurée, un moment de fête et de partage autour d'un projet qui mobilise. Plus de 60% de la somme recherchée sur mimosa.com était déjà réunie il y a plusieurs jours.
Une centaine d'éleveurs bovins ont lancé une coopérative. Leur volonté, reprendre en main la commercialisation de leur viande et surtout être rémunérés à leur juste valeur. Parmi les coopérateurs, un éleveur de Sauvé dans la région de Ciney. Pierre Pierson est éleveur de blanc-bleu dans la commune de Ciney. Chaque année, il abat plus d'une centaine de ces bêtes et depuis peu, les carcasses sont envoyées dans cet atelier de découpe de viande situé à Perouet. Un endroit détenu par une nouvelle coopérative d'éleveurs de bovins dont Pierre fait partie. Son nom en direct de mon élevage. C'est la première fois, je crois qu'en Belgique, il y a des fermiers qui prennent leur sort un peu entre leurs mains. Il y a d'autres coopératives qui sont créées. Nous, on a créé la nôtre et en plus, la cerise sur le gâteau, on a acheté une salle de découpe. Ici, plus d'une trentaine de bêtes sont découpées par semaine. L'objectif de ces éleveurs est multiple. Avec moins d'intermédiaires, la rentabilité est plus grande et le circuit plus court, en plus d'avoir une meilleure traçabilité de la viande. Avant, chaque agriculteur avait son petit chevillard, qui avait ses quelques bouchers, qui venait acheter quelques bêtes chez l'agriculteur, qui les livrait aux bouchers. Et finalement, la filière n'était pas si mal équilibrée. Mais avec l'industrialisation totale du monde de la viande, l'agriculteur avait difficile de plus en plus de trouver certaines rentabilités. À partir du moment où l'industrie prend nos bêtes en ferme, c'est eux qui tiennent les prix, quoi. Donc c'est eux qui décident et nous, on n'a qu'à prendre le prix qu'on nous donne. Ici, on essaye d'être un peu plus pesant sur le marché. Né au lendemain du scandale sanitaire Veviba, ce groupement d'éleveurs veut donc avoir plus de poids face aux industriels du secteur et reprendre le contrôle de la chaîne alimentaire. On les élève, on les engraisse, on les conduit nous-mêmes à l'abattoir et alors elle est tuée, je vais dire, elle reste en frigo pendant 2-3 jours, puis elle est ramenée ici à la coopérative où elle est découpée suivant la découpe que le boucher veut avoir chez lui. L'investissement pour cet atelier de découpe s'élève à 1 500 000 €. À terme, les éleveurs espèrent disposer de leur propre abattoir pour gérer la filière de A à Z, de l'étable à l'étal du boucher. C'est un site privé remarquable et paisible. L'étang de Bonnef, qui s'étale sur 5 hectares, revit après une mise à sec de plus d'1 an. Aujourd'hui, ce plan d'eau offre une belle biodiversité à l'approche de l'été. Un poète y trouverait l'inspiration. L'étang de Bonnef offre un cadre magnifique. Il a été acquis en 2015 par la Fondation Roi-Baudouin grâce à un généreux donateur. La première idée, quand on a reçu ce beau cadeau en lait, c'était d'investir dans un maillage, des petites parcelles à boiser ou à reboiser dans la SB, qui est, vous savez, d'abord un gros terrain, un gros territoire agricole. Et puis l'annonce de la mise en vente de l'étang de Bonnef est arrivée, ce qui était une opportunité. C'était un territoire classé Natura 2000, 4 hectares de plans d'eau, une très belle roselière, donc un potentiel énorme pour encourager l'amélioration de la biodiversité sur la Mayenne et en SB en particulier. Au moment de l'acquisition, l'étang souffre d'un envasement important qui mettait en péril son existence même. L'envasement était tel que progressivement, ça redonnait une forêt. Finalement, progressivement, les saules arrivaient dans les roselières. Et clairement, on lui donnait encore quelques dizaines d'années avant qu'il ne soit plus étang. Ça, c'est clair. Alors justement, maintenant, il y a plus de profondeur. En quoi c'est bénéfique pour l'étang ? Alors c'est bénéfique parce qu'on a d'abord, au niveau thermique, une meilleure résistance au réchauffement. On a de l'eau plus profonde, donc l'eau reste plus fraîche dans le bas. Et les espèces, parfois, ont besoin d'un certain refuge, comme l'hiver. Quand on a des grosses gelées, la glace est très épaisse, il reste très peu d'eau disponible pour les animaux aquatiques l'hiver. Mais il y a aussi l'aspect habitat. On a plus de possibilités de présence de différentes espèces en fonction de la profondeur. Pour revivre, cet étang a dû subir une mise à sec, une opération bénéfique pour ce plan d'eau. Pourquoi c'est important de temps en temps de mettre à sec les étangs ? Alors c'est très important régulièrement parce que tout d'abord on peut, lorsqu'on met en à sec, réguler les populations de poissons. On peut avoir en quelques années des poissons qui se développent très fort au détriment d'autres, au détriment des batraciens qui se font manger par exemple, ou on élimine une espèce invasive. Ici dans l'étang il y avait du Pseudorasbora, qui est une espèce invasive, donc un petit poisson qui se développe très fort au détriment de nos poissons à nous. Mais le Pseudorasbora, on l'a éliminé de l'étang. Les carpes n'ont pas été remises non plus parce qu'elles fouillent, elles rendent l'eau beaucoup plus trouble, elles détruisent parfois les herbiers et elles ont un impact parfois sur l'environnement qui n'est pas top dans ce genre de milieu qu'on voue à la nature. Après la mise à sec, il a fallu remettre de l'eau. Pour cela, le lit de la Large a été modifié. 3 mois après, l'étang a retrouvé son aspect, et oui, aquatique, qu'il avait perdu. Un comble pour un étang
Aujourd'hui, ce plan offre une magnifique roselière et sert d'habitat pour de nombreuses espèces d'oiseaux que vous pourrez observer le long d'une berge, mais pas tout de suite. Alors l'étang est privé, mais en effet, dans le courant de 2020, une petite partie de l'étang sera ouverte au public grâce à la mise en place d'une cabane d'observation. Et juste cette partie-là sera accessible. Et pour le reste du site, elle sera maintenue en toute quiétude pour la nature. La survie de cet étang est désormais assurée, notamment par l'installation d'un nouveau moine. Il s'agit non pas d'un religieux de faction 24 heures sur 24 qui prie pour la sauvegarde du patrimoine, non, mais bien d'une sorte de barrage qui permettra de réaliser facilement des mises à sec, histoire de rebooster la vie au sein de ce milieu aquatique où les espèces se sentent aujourd'hui comme des poissons dans l'eau. Et voilà, avec ces belles images et cette biodiversité rayonnante, et en fait, on se quitte ici, mais c'est pour mieux vous retrouver la semaine prochaine. Ce sera d'ailleurs le dernier rendez-vous de la saison. Excellente semaine et à bientôt.